Voilà, donc alors je commence, ça enregistre, hein, sur la question des animaux humains. Alors aujourd'hui, on va étudier le rapport humain-animal dans le folklore principalement et en exergue, en quelque sorte, je vous cite, Clarissa Pinkola Estés, qui est vous connaissez sans doute, hein, elle a écrit un texte, traduit en français sous le titre Femme qui court avec les loups, on ferait mieux de dire femme qui court avec les louves, car en anglais, bon, c'est sûr, on peut dire she-wolf pour une louve, mais wolf, c'est quand même un nom assez générique pour désigner loup et louve, hein, puisqu'il n'y a pas de genre marqué, disons, en anglais, à part pour les bateaux, ship et les reines, hein, queen. Mais sinon, disons, l'anglais est beaucoup plus dégenré que le français, du moins en tant que langue. Alors, elle écrit page 595, quelque chose sur les déesses, la mère sauvage et la transmission de connaissances de femmes par les contes de fées, le folklore, les états de transe, les rêves nocturnes. Alors, je mets vraiment cette citation que vous trouvez page 595 dans le bouquin en exergue, en disant que la nouvelle religion, elle parle de la religion patriarcale des peuples du Nord, hein, qui ont envahi l'Anatolie, la Grèce, enfin, tous les pays du Sud, en gros tous les pays du pourtour de la Méditerranée, et ont tenté de souiller le caractère sacré des déesses. Non seulement ils ont tenté, mais ils ont parfaitement réussi. C'est à ce moment-là que l'archétype de la femme sauvage fut repoussé très loin sous terre et que la part sauvage des femmes commença à dépérir. Oui, effectivement, notamment la perte de la lignée matrilinéaire toujours associée à la présence des déesses plutôt que des dieux. On constate, on verra ça en étudiant le bouquin de Merlin Stone, une historienne qui a étudié ça de façon très très précise, l'arrivée du patriarcat, les dates, les invasions, les lieux, la façon de faire, la violence de l'écrasement des religions et des structures sociales d'avant. Bon, elle met en évidence cette Merlin Stone dans son bouquin. Alors, c'est traduit en français, ça se trouve en PDF, hein. Je vous mettrai. Il y a beaucoup de choses que je vais vous donner qui se trouvent en PDF. C'est quand même bien pratique, les PDF, pour éviter d'aller trop en bibliothèque ou des choses comme ça par les temps qui courent, hein. Et donc, elle montre comment ce système nouveau d'un Dieu unique a complètement détruit le système antérieur qui reposait en fait sur un rapport étroit entre le pouvoir politique, sociale et économique des femmes et les figures religieuses. Tout ça à travers principalement l'affiliation matrilinéaire, c'est-à-dire au lieu de dire, comme dans Tolkien, Gloïm, fils de machin, fils de machin, fils de truc, au lieu de donner le nom du père à l'enfant et toute autre pratique aujourd'hui encore très courante, eh ben en fait, ce qu'on faisait, c'est que c'était par les femmes que ça passait. Donc le statut, évidemment, des filles était bien meilleur, en ce sens que quand naissait une fille, on ne la jetait pas sous les sabots d'un buffle, comme on fait encore aujourd'hui en Inde ou en Chine, mais c'était une joie et la perspective de continuer une lignée. Donc ça, on reviendra là-dessus, mais ce qui est intéressant là, ici, c'est qu'elle parle donc du dépérissement du thème féminin, et elle ajoute, en fin de compte, là, et c'est ça qui m'intéresse le plus, bien sûr, la connaissance ne fut plus transmise que par des contes de fées, le folklore, des états de transe, les rêves nocturnes, le fameux folklore. Alors, du coup, on va se pencher sur le folklore avec ce bouquin que je vais vous mettre à l'écran. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous voyez en haut écrit l'aventure mystérieuse, les animaux humains, par une personne appelée Frank Hamel, et vous voyez la magnifique illustration représentant une espèce de quoi? De loup-garou avec des seins et possiblement un énorme sexe. Enfin voilà, une espèce de loup-garou intersexe. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Il en dit long sur les problèmes de folklore. Alors d'abord, ça va être marrant ce cours parce que Frank Hamel, je vous remets le nom à l'écran, Frank Hamel, c'est une fille, alors que Sabine, dont on va parler plus tard, c'est un homme. Bon, donc ça, c'est le côté amusant des noms comme ça, bon, c'est assez rigolo. Alors, c'est une historienne, ça date pas d'hier, hein, ce bouquin, c'est dans les années
je vais vérifier bien la date, mais je dirais 1914, oui c'est ça, 1915. Alors elle écrit, alors elle n'est pas vraiment historienne, elle est auteure de romans historiques, des trucs comme ça, et en 1915, elle écrit ce livre-là sous le titre Werewolf, alors pardon pour l'accent, je suis monstrueuse, Bird Women, Tiger Men and Other Human Animals. Autrement dit, déjà, on a le problème du saupoudrage. Vous voyez, elle écrit en gros loup-garou, femme oiseau, homme tigre et autres animaux humains. Vous avez une impression d'éclatement, de saupoudrage. Il n'y a pas d'unité. Il y a des petites choses comme ça. Il y a des femmes qui sont des oiseaux, il y a des hommes qui sont des tigres et tout. Et c'est exactement ce qui apparaît dans ce bouquin, parce qu'il y a vraiment ce problème-là. Et c'est un problème qui va être récurrent par rapport à la question qu'on étudie, celle de l'humain-animal. C'est-à-dire que d'un côté, on a une philosophie de l'homme, je dis exprès l'homme, 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 vous voyez la façon qu'on a de dire tout le temps l'homme au lieu de dire l'humain, ce qui est faussé. On ne peut pas dire l'homme, une femme n'est pas un homme, vous voyez, en termes un peu rapides, disons. Donc, quand on dit « Ah, l'homme est responsable de tout ça », il y a une masculinisation forte dans le langage qui détruit, qui gauchit, disons, un peu la question. Alors, du coup, d'un côté, on a l'homme et l'animal. Il y a même une expo à la Villette, ça s'appelait Hommes et bêtes. Vous voyez, donc ça veut dire, d'un côté, quand on parle de l'homme, on est dans une opposition forte avec l'animal. Et je vous avais déjà cité d'ailleurs Élisabeth de Fontenay, une philosophe complètement intégrée au patriarcat. Une femme peut être tout à fait patriarcale, c'est le cas d'Élisabeth de Fontenay, qui a écrit un bouquin intitulé Le silence des bêtes, et elle montre comment tous les philosophes ont placé, disons, l'animal en opposition totale par rapport à, guillemets, l'homme. Donc, pour elle, d'un côté, il y a l'homme, ce parangon, l'homme étant, comment dire, implicitement masculin, donc blanc, donc supérieur. Enfin, vous voyez un peu le tracé idéologique qui se construit. Et par opposition, l'animal est silencieux, absent, c'est le silence des bêtes, quoi. Le silence des bêtes. Et c'est frappant, son corpus, c'est que des mâles blancs morts, canonisés par les études philosophiques, etc. L'ennui qu'on peut avoir à être exclu, enfin, je vous ai parlé au début des gens qui se sentaient exclus en tant que ce qu'ils étaient, femmes, noirs, minorisés, etc., par rapport à cette inconscience du canon philosophique qui vous sort des Européens mâles blancs morts, autocentrés, ethnocentrés, enfin voilà, et tout le reste est ignoré. Toutes les autres cultures n'existent pas, aucune variété n'est permise, on est dans un discours comment dire, fortement universalisant. Et l'universalisme, qui voudrait intégrer tout le monde, en réalité, c'est jamais que l'universalisme des mâles blancs. Donc c'est ça qu'il faut peut-être, dont il faut prendre conscience tout de suite. Ça permettra d'avancer sur toutes ces questions, c'est-à-dire d'essayer de comprendre que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme on disait jadis, c'est une vérité, que disposer d'une culture, véhiculer sa propre culture, la valoriser et la transmettre, c'est très important, parce que ce fameux socle commun, au début, l'idée, c'était, ah oui, on va avoir un socle culturel commun, tout le monde aura lu Victor Hugo, c'est vraiment génial. Très vite, quand on fait preuve d'un peu de sens critique, on se rend compte qu'en fait, ben non, quoi. En fait, c'est un apprentissage qui est d'une très grande violence symbolique à l'égard des populations qui ne sont pas les mâles blancs. Et du coup, c'est une éducation qui crée d'emblée un différentiel, c'est-à-dire qu'il est normal qu'une personne qui est femme, noire, minorisée, etc., se sente agressée par la liste des philosophes qu'on lui inflige en terminale. Enfin, je repense à ce que vous avez dû faire, du moins pour celles qui ont fait des études où il y avait de la philo en terminale. Vous étiez là à étudier des litanies de mecs européens. Alors, ils étaient français, allemands, anglais, et on ne sortait pas de là, quoi. Il semblait qu'il n'y avait rien d'autre. Et l'histoire, pareil. Il n'y avait aucune histoire. C'est scandaleux. Par exemple, l'histoire des Arabes à Poitiers.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, machin truc. Alors, Charles Martel arrêta les Arabes à Poitiers. Ah mon Dieu, quelle horreur, les Arabes, oh là là, heureusement qu'on les a arrêtés à Poitiers. C'est quand même très très intéressant d'étudier cette fameuse histoire de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de se placer du côté de Tariq, qui a passé le Guadalquivir en 811, et c'est ça, en 811, je ne dis pas de bêtises. Bon, et c'est en quelle année que machin truc a arrêté les Arabes à Poitiers, je ne me souviens plus, mais je me trompe peut-être avec l'année 811, mais comment on peut réfléchir sur l'Espagne, sur les trois peuples d'Espagne, chrétiens, juifs, musulmans, comment les musulmans sont arrivés en France, comment ils se sont intégrés aux populations, et toujours avoir le point de vue, un seul point de vue qui est celui de l'Européen blanc mâle, vous vous dites mais c'est pas possible, pourquoi tant de violence symbolique? Moi je l'ai énormément vécu sans très bien savoir pourquoi, une espèce de rage continue quand j'étais élève en collège et en lycée. Je me disais mais enfin c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous apprend? C'est quoi ce monde? C'est quoi cet univers? Donc, on a le droit de s'approprier. Je pense que c'est important. Et la question du folklore va venir là-dessus, avec notamment ses problèmes, ses failles. Et je reviens à Franck Hamel, donc autrice de romans historiques dans les années 1915. Eh bien, le problème qu'elle a, c'est qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose qui soit synthétique et universalisant sur le folklore. Alors, je vais vous poser une question idiote à laquelle vous allez répondre. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont écrit sur la mythologie grecque? Est-ce que des noms vous viennent à l'esprit? Vous pouvez remettre les micros hein, si vous avez envie de répondre, hein, de façon... Est-ce que vous connaissez un ou deux noms de mythologie grecque? Des gens qui ont étudié la mythologie grecque? Allez-y. Vous parlez de fiction? Non, je pensais à la mythologie. Quand on vous parle de mythologie grecque, il n'y a pas des noms. Oui, voilà. Donc, voilà, très bien. Vous avez des tas de noms qui arrivent. C'est-à-dire que là, j'ai N qui a répondu Homère. Effectivement, immédiatement, clac. Mythologie grecque, Homère. Jean-Pierre Vernant. Virgile. Voilà, celui qui a écrit Les Grecs croyaient-ils à leurs mythes. Vous avez le précis d'histoire ancienne de Paul Petit. Vous avez Nicole Laureau. Alors, Nicole Laureau, c'est excellent. Je ne sais même plus comment ça s'écrit, je crois que c'est comme ça. Je ne garantis pas l'orthographe, hein, bon, mais ça se trouve très facilement. Mais elle est moins connue. Justement, tout de suite, la touche, the feminine touch. Dès que c'est une femme, il y a une élimination, il y a une occultation du travail. C'est-à-dire, c'est drôle, hein, Haraway en parle dans une interview, elle dit oui, oui, les femmes disparaissent très vite d'un corpus intellectuel. Et donc, c'est pour ça, moi, j'ai choisi l'axe féministe. J'aurais pu choisir l'axe raciste. J'aurais pu choisir l'axe afroféministe. On peut choisir tous les axes qu'on veut. Tout ça, ça converge vers la même idée globale de remise en cause de la culture canonique, des soi-disant textes fondateurs, mais fondateurs de quoi, enfin, fondateurs du patriarcat et tout, et d'une réflexion globale qui vous permet d'insérer ensuite vos textes littéraires dans un schéma général. Disons, c'est ça l'essentiel du truc. Alors, du coup, vous avez des noms qui vous viennent à l'esprit. Hein, là, tout le monde est en train de méditer en disant, bah oui, tiens, oui, je connais ça, j'ai vu passer ça, on a eu un cours sur ça. Je suis sûr que si je vous demande des mythes grecs, vous allez m'en sortir plein. Vous allez me parler de, oh, bah, je sais pas, de quoi vous allez me parler, de ce que vous voulez, hein, c'est très facile. Je sais pas, Déméter, vous savez tous, ou toutes plutôt, que bah oui, il y a des noms grecs et des noms romains pour à peu près les mêmes déesses, enfin des transpositions de déesses. Vous savez que Aphrodite devient Vénus, etc. Tout ça fait partie d'un truc que vous connaissez. Maintenant, je vous demande, est-ce que vous connaissez des noms de personnes qui ont travaillé sur le folklore? Let's go. Allez-y. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse, comme disait le poète. Bon, personne ne connaît. C'est-à-dire que c'est très rare. Hein. Ça peut arriver, on peut avoir la surprise de voir des gens qui brusquement nous citent Montague Summers, Sabine Baring-Gould, c'est le mec, Sabine Baring-Gould, c'est un mec dont on va parler, ou Genep, von Genep, oui, von Genep, qui a écrit des milliers de tomes sur le folklore.
Ah, pourquoi pas celui qui a écrit les évangiles du diable? Ah oui, Seigneur. Ces noms vous disent rien, vous êtes d'accord, hein, je ne sais pas. Est-ce que vous les avez vus passer? Alors, je peux encore citer Fraser, le rameau d'or. Fraser, euh, Fraser. Ça va, vous voyez le chat, hein, cette fois-ci, parce que la dernière fois, on ne le voyait pas. Le rameau d'or. Oh là, zut, j'ai perdu mon truc. Alors, Fraser, vous avez donc Fraser, vous avez le rameau d'or, et vous avez Robert Grave, hein, comme une tombe, mais je crois qu'il y a un S. Oui, il y a un S. Voilà. Donc, tout ça, ça vous dit rien du tout en général, à moins d'avoir un intérêt particulier. Et ce que je vous disais au début, c'est que j'ai cherché, je me suis dit, et si je voulais devenir folkloriste? Donc, si je voulais devenir spécialiste du folklore, j'oubliais l'as de Margaret Murray, l'extraordinaire Margaret Murray, qui a été complètement vilipendée par ses collègues masculins, alors qu'elle a fait un travail époustouflant. Et donc, tous ces noms qui vous disent rien. Les cours, je cherche des cours de mythologie, j'en trouve 200 à la douzaine. Je cherche un cours de folklore, j'en trouve un à l'université Laurentine. C'est tout. Donc, c'est dire à quel point le folklore est dessous par rapport à la. Il est en dessous, hein, par rapport au mythe. Alors, c'est pourquoi y a-t-il tant de différences entre le mythe et le folklore? Alors, d'abord, c'est peut-être une question savant populaire, une opposition savant populaire. C'est-à-dire, si vous regardez un peu les cultural studies nord-américaines, il y a quelque chose qui s'appelle culture populaire et qui est en fait la culture rurale, la culture païenne. Païenne, ça veut dire paysan. Hein. Païen, c'est paysan. Donc vous avez ça. Vous avez des cultures régionales. L'artisanat, c'est déjà historique, c'est un petit peu ancien et c'est résolument non urbain. Donc, vous voyez déjà vous mettre en place des choses. La mythologie grecque est liée fortement à la fondation des villes. Pensez à Athéna. Athéna, représentative d'Athènes. Athéna, il y a une pièce d'Échille qui s'appelle Les Euménides. Donc, si je retourne à la mythologie, les Euménides, c'est d'Échille, dans laquelle vous avez Athéna qui apparaît comme personnage et qui va dominer les déesses chthoniennes du temps jadis qui défendent la mer, alors qu'Athéna dit sans réserve, je suis pour le Père, vous savez qu'elle est née de la cuisse de Jupiter, etc. Et elle va rétablir l'ordre et établir la ville d'Athènes. Donc, il y a même chose si vous pensez à Hercule. Hercule, c'est un type pas clair. Hein. Je suis désolé de le dire, mais il a une massue, une espèce de peau de bête. Enfin, les Grecs, ils ne s'habillent pas comme ça. Hein. Personne ne se trimballe avec une peau de bête et une massue. Hein. C'est pas cool comme look, hein, disons. Et du coup, quand il arrive en ville, ça fait un peu quelque chose de mon temps, hein, Starmania. Quand on arrive en ville, bon, quand il arrive en ville, ah voilà, Gilles Pellerin, un prof que j'ai eu au Québec, a étudié les mythes, a écrit sur. Voilà, donc vous avez plein de gens sur les mythes, hein, sur la mythologie, on est d'accord, hein, Myriam, pas sur le folklore, c'est les mythes. Donc, les mythes, c'est une obsession. C'est une obsession. Alors, donc, j'étais en train de dire que quand il arrive en ville, le fameux le gars avec la massue, là, bon, eh ben, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adapter. C'est-à-dire, il va devenir un citoyen modèle. Donc, on est dans une valorisation de la ville, une valorisation de l'ordre du père et du patriarcat, alors que le folklore, on est du côté des traditions régionales et du non-urbain. Alors, un truc amusant. À Paris, il y avait un musée qui s'appelait Art et Tradition Populaire. Dans ce musée, il y a eu des expositions absolument démentes, notamment des trucs bizarres sur la mort, sur les cheveux. Il y a eu une exposition sur l'accouchement, enfin, des trucs tout à fait particuliers qui étaient absolument passionnants parce que c'était lié justement à une part très, très oubliée de la culture qui est le folklore. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont viré ce musée, ils ont mis à la place un truc où vous êtes peut-être allé d'ailleurs, si vous vous intéressez à la culture de jeunesse, vous savez, le musée en herbe qui présente des œuvres, mais c'est des facsimilés d'œuvres
traditionnelle de peinture, disons, pour encore un canon, quoi, mais pour la jeunesse, quoi, pour canoniser la jeunesse, enfin pour apprendre aux jeunes quel est le canon de l'histoire de l'art, en gros. Donc, ça veut dire que ce musée des arts et traditions populaires a sauté. Et après, il a été remplacé plus ou moins par le MUSEM, le musée de la Méditerranée, qui est à Marseille. Donc, il y a eu un déplacement qui n'est pas inintéressant parce que ça témoigne du déclin du folklore et de la difficulté à en parler et surtout à en faire une matière qui obéit à la science d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui soit univoque et synthétique. Et ça, c'est pas évident, on va le voir, hein. Alors évidemment, parenthèse importante, ne vous confondez pas avec la culture pop contemporaine qui n'a rien à voir et qui va faire l'objet d'ailleurs de nos travaux sur les dinosaures. La culture populaire au sens art et tradition populaire prend acte de l'émergence des villes, de la disparition des campagnes, et ça relève d'un long et douloureux processus de dépossession historique. Et je vous renvoie à ma vidéo intitulée La naissance du capitalisme. Je montre en gros dans cette vidéo comment le capitalisme est né à peu près au XIIe, XIe, XIIIe siècle, là, ça commence tôt, principalement dans les villes italiennes fortement impliquées dans le commerce, comme Gênes, Venise, vous voyez, des villes comme ça, fortement impliquées dans le colonialisme, au sens où on va asservir l'esprit colonialiste, ce n'est pas encore le vrai colonialisme, mais on va asservir des peuples ailleurs, on va piquer leurs richesses et on va construire des palais somptueux, hein. Venise est construite sur les ruines de ces guerres, hein. C'est quelque chose d'étonnant. Venise, quand on y pense, le revers de Venise, c'est quand même, quand on pense au doge Dandolo, un bonhomme de 80 ans aveugle qui a pris la tête d'une croisade pour aller démolir les peuples lointains afin de ramener les richesses et de les piquer. Vous avez une image de Venise qui est peut-être moins romantique que les canaux, les palais, le festival de Venise en février, les déguisements. On est dans une autre logique là. Donc, naissance du capitalisme, j'ai étudié tout ça de façon rationnelle pour montrer comment l'évolution du capitalisme était liée à l'obligation pour les peuples d'aller habiter les villes et comment on avait un exode rural successif à différents siècles, au Moyen-Âge, mais aussi très fort au XVIe siècle, autour de la question de Luther, Calvin. Tout ça, ça a énormément aidé. Calvin, Luther, énormément. La religion en question a énormément aidé l'arrachage des paysans à leurs moyens de subsistance pour aller en ville et subir du coup un nouveau régime, aujourd'hui majoritaire, qui est celui du salariat. Et naturellement, au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, c'est l'extase absolue. Tous les paysans rejoignent les villes pour vivre à l'ombre des centrales de gaz qui explosent continuellement et à devenir donc des ouvriers salariés, tandis que les femmes se retrouvent plus ou moins les esclaves des mecs par le jeu du mariage et le fait qu'elles ne sont pas payées autant, du coup elles s'occupent du foyer, et vous voyez comment ce système se met en place pour les populations. Bon, je vous raconte tout ça de façon un peu plus détaillée, mais disons c'est ça, le processus historique qui est en jeu. Tout ça ne nous éloigne pas tant que ça du sujet, mais on peut noter quand même aujourd'hui, pour conclure sur cette petite parenthèse sur, disons, les arts et traditions populaires opposés aux mythes, on peut conclure sur les super-héros. Que serait Spider-Man s'il avait nulle part où accrocher ses fils? J'ai envie de dire, Spider-Man, il est dépendant des gratte-ciel, il est dépendant de l'urbanisation. Vous voyez, c'est la figure du triomphe de l'urbanisation qui a mis en Occident, du moins, les ruraux à la merci du capitalisme urbain. Donc, la culture pop, c'est une chose, la culture savante, c'en est une autre, et le folklore, disons, c'en est une troisième. Alors, dans son bouquin, Franck Hamel commence par exposer des petites histoires. Et c'est tout le problème du folklore. Alors, je vais vous lire un extrait, donc c'est page 25. Alors ça, c'est la collection en plus
L'aventure mystérieuse. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection, une collection de science-fiction où il y a eu environ 250 bouquins publiés, qui a eu énormément de succès et qui passionnait ma génération parce que ça racontait des histoires extraordinaires, le continent englouti, les Elohim qui déboulent, les extraterrestres. Enfin, moi, j'ai vécu tout ça avec passion. C'était l'époque où, dans le ciel bleu du Texas, une majorité d'hommes, de mecs hein, principalement, voyaient des tas de soucoupes volantes. Enfin, on était complètement éperdus à l'idée des extraterrestres. Et donc, la collection s'est bâtie là-dessus. Donc, c'est dans une collection un petit peu grand public, fantasme, etc. Et là, vous avez dans ce genre de collection qui, normalement, s'adresse à des gens qui dévorent des histoires de merveilles du monde, de grands dessins, de crops, de dessins immenses sur les plaines en Amérique latine, vous voyez, le genre de choses. Vous avez page 25. Giraldus Cambrensis nous conte, dans sa topographie de l'Irlande, une des plus merveilleuses histoires de loup-garou. Et là, vous dites, oh mon Dieu, on n'a aucun repère par rapport à notre culture canonique. Giraldus Cambrensis, inconnu au bataillon. La topographie de l'Irlande, c'est trop précis. C'est l'Irlande. On ne va pas s'occuper uniquement de l'Irlande. Comment est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose de plus général? Et c'est tout le problème du folklore, c'est-à-dire qu'elle multiplie dans son livre des petites anecdotes et on a du mal à avoir une vision générale. Et ça, c'est le problème du folklore, c'est-à-dire il est canoniquement, disons, discrédité au profit de la valorisation intellectuelle du mythe, qui est sous-entendu classique, gréco-romain, éventuellement égyptien, puisque les mythes gréco-romains descendent pour une large part des mythes égyptiens. Alors, pardon. Donc, le folklore est écarté à tel point que quand on le rencontre sous la plume, par exemple, de Roger Caillois dans Les démons de midi. Les démons de midi, c'est un petit livre écrit par Roger Caillois. Et c'est écrit ça date de quand? Ça, 1937, hein, c'est pas jeune, voilà. Et dans ce petit livre, il est question tout à coup du folklore grec. Jésus, Marie, Joseph, qu'est-ce que c'est que ce folklore grec? Moi, je me rappelle quand je suis tombée sur l'expression folklore grec, je me suis dit, mais enfin non, la Grèce, c'est pas le folklore, c'est Athéna, c'est Apollon, c'est des choses comme ça. On va pas être le folklore grec, mais on n'en a jamais parlé, et puis ça n'existe pas. Et alors, en fait, les Grecs anciens, ces parangons de la mythologie révérée, avaient donc aussi un folklore. Alors, on lit, sous la plume des 70 traducteurs en grec de la Bible, une histoire hallucinante, donc des petites bêtes en forme de tatou, plus ou moins, qui cavalait dans le désert à l'heure la plus chaude de la journée. Et ça, c'est le démon de midi, originellement. Alors, vous imaginez, j'étais à la bibliothèque de Lausanne, le seul endroit où on pouvait trouver le bouquin à l'époque. Hein, c'est une époque dure, hein, on n'avait pas Internet. Hein. Bon. Et j'étais en train de lire ça, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une bestiole qui court à travers le désert et qui cavale avec ses petites pattes et qui est le démon de midi, qui est donc un démon, celui qui apparaît à midi, l'heure la plus chaude de la journée. C'est donc ça la source de cette histoire de quarantaine, de cinquantaine, le démon de midi, vous voyez, au sens métaphorique, des mecs qui se mettent avec leur secrétaire de 25 ans, pour simplifier. Bon, je simplifie, mais bon, à peu près ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça fait que les Grecs avaient des choses comme ça? Et vous découvrez un monde caché. Vous dites, mais les Grecs, c'est pas seulement ces histoires d'Athéna et de trucs. Il y a aussi des choses étranges qui avaient une existence symbolique pour les gens de l'époque. Et du coup, le folklore, c'est une espèce d'ouverture à autre chose. Et ce monde-là, vous le connaissez parfaitement. Quand vous étudiez la fantaisie, par exemple, qu'est-ce que c'est la fantaisie, la science-fiction? Est-ce que vous êtes d'accord si je dis c'est des vampires et des loups-garous? Bon, je vais peut-être un peu vite, hein, mais des vampires et des loups-garous, ça relève absolument du folklore. Et d'ailleurs, notre Franck Hamel, à propos de la métamorphose, parle de ce rapport étroit, notamment avec la question du loup-garou, ce rapport extrêmement étroit entre l'humain et l'animal. Donc j'en viens au cœur de mon sujet. Comment l'être humain est-il parvenu à se transformer en animal? Le folklore nous propose un vaste choix d'explications.
Et il raconte, par exemple, elle raconte que les gens revêtaient la peau de l'animal dont ils désiraient prendre l'apparence. Or là, c'est des choses que beaucoup de gens font encore. On n'en parle pas, mais revêtir des peaux d'animaux, c'est une expérience, ou revêtir un masque d'animal, hein, c'est quelque chose qui existe encore. Alors comment c'est possible? Et là, c'est le seul moment où Franck Hamel fait preuve, disons, d'un peu de surplomb par rapport à une matière qui ensuite va être complètement éclatée, comme on va le voir rapidement. La croyance selon laquelle l'homme peut se transformer, l'âme, elle dit, hein, l'homme, l'humain peut se transformer en animal est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Elle est étroitement liée à la théorie suivant laquelle toutes choses ont été créées à partir d'une seule substance, âme ou esprit, cette substance prenant différentes formes suivant un destin préétabli ou par suite d'accidents. Donc en fait, quand on est dans le folklore, on est dans l'idée d'une très grande proximité entre humain et animal. Mais oui, bien sûr. Alors là, voilà, ça y est, on y est. Myriam vient d'écrire, les Amérindiens le font. Non, mais non seulement l'Amérindien, mais j'avais un bouquin. Alors, je me souviens plus du titre et il est embarqué dans le déménagement, où vous aviez des tas de pratiques, des tas de photos contemporaines de gens déguisés en loup, en chien, en ours, en tout ce que vous voulez. Et c'est ça quand je vous dis, il y a des terres complètement ignorées. C'est pas la peine de partir sur Mars, quoi. Il suffit de rester ici et de se rendre compte que on ignore tout de choses extraordinaires. Moi, je me rappelle, j'étais en Normandie avec un vieux bonhomme et il m'a dit, oh là là, chez nous, on n'a pas de Père Noël, on a la mère Laloc. Alors, moi, j'avais jamais entendu parler de ma vie de la mère Laloc. La mère Laloc, c'était une espèce de vieille sorcière en loques, comme son nom l'indiquait, et c'était l'équivalent du Père Noël. C'est-à-dire, si les enfants avaient été vilains, la mère Laloc se muait en père Fautard, et si les enfants avaient été gentils, la mère Laloc sortait de ses dépouilles immondes de Locke des cadeaux merveilleux pour les gosses. Donc, en fait, j'apprends au hasard, en discutant avec un mec, que dans le petit pays de Normandie, c'est pas loin, oui, c'est à 200 bornes, il y a la mère Laloc à la place du Père Noël. Voilà, des choses comme ça et les Amérindiens, des tas de choses, des tas de civilisations qu'on ignore et qui relèvent absolument du folklore. Alors, donc, pour les loups-garous, donc, elle étudie comment on devient loup-garou, elle donne des exemples, et elle ajoute une chose intéressante, la métamorphose n'implique pas nécessairement pour le primitif une descente dans l'échelle de la création. Et ça, c'est extrêmement important, parce que je vous ai montré plusieurs fois ce machin, alors je peux vous le remontrer si vous voulez, parce que ça fixe bien les idées, cette espèce de machin où l'homme est en haut, là, alors c'est par là, je l'ai quelque part, bon, ça c'est le détail, voilà, donc c'est ça, oh, c'est extraordinaire. Donc je l'ouvre et je vous le mets en écran partagé et vous allez voir le truc incroyable. Ça, hop, c'est bon. Voilà, je partager l'écran. Voilà, partager l'écran. Et là, vous avez, voilà. Donc là, c'est le chat. Euh, les animaux sont limite divins. Voilà. Alors, voilà l'Europe à travers une gravure du 19e siècle, alors, qui montre bien à la fois l'influence de la religion judéo-chrétienne extrêmement lourde et de la vision des animaux inférieurs. Donc, je vous l'ai déjà montré, mais je vous la remontre rapidement pour fixer les idées. En bas, des méduses, des trucs, oulala, que c'est inférieur. Ensuite, vous avez des scorpions, des serpents, des bestioles dinosauresques. Enfin, ce n'est pas des dinosaures, d'ailleurs, c'est l'ancêtre la gauche, l'espèce de bête qui a des... Celle-là, voilà, je mets un petit truc dessus. C'est l'ancêtre des mammifères, mais bon, ensuite, vous voyez des bêtes. Ouh là là, que c'est moche, que c'est pas beau. Là, il y a carrément un plésiosaure, une bestiole volante. Oh, les horribles, sales bêtes, vous êtes inférieurs. Enfin, je symbolise. Hein. Et puis, on va monter peu à peu des bêtes considérées comme meilleures, notamment le lion à la gloire, le cheval, la conquête de l'homme, le chien, le meilleur ami de l'homme, et ensuite des singes qui sont nos frères inférieurs, et puis ensuite Adam et Ève. Alors Adam qui montre le mansplaining, il montre la direction à prendre, c'est lui le chef, et derrière Ève soumise, etc. Donc là, alors vous avez mais alors une
bazar d'idéologie, mais vous avez tout là. Vous avez l'idée que l'homme est supérieur à tout le monde, vous avez la pudeur débile, vous avez la main de Ève qui passe juste devant le sexe. Ah non, on voit un peu. Et puis naturellement, elle n'a pas de sexe, elle a les longs cheveux nécessaires à sa fonction, et puis elle est inférieure, Ève, elle est soumise, elle est méchante, elle a mangé du fruit défendu. Bon, tous ces trucs-là, ça a un poids, mais incroyable. Et ça, c'est fou quand on y pense, mais c'est bien ça. Alors, je reviens, j'arrête de partager une fois que je vous ai montré cette chose terrible. Donc, ce qui est intéressant avec le folklore pour notre question des animaux, c'est qu'on n'est pas du tout dans le paradigme Élisabeth de Fontenay, à savoir vous avez l'homme supérieur et les animaux inférieurs, mais au contraire, vous avez des choses qui. Alors là, elle en parle justement des. Alors elle parle des Indiens Osage, pensent quant à eux être le fruit de l'union d'un escargot et d'un castor. Il y a des poissons porc-épics dont les enfants se transforment en êtres humains. Une femme donne naissance à des serpents et du coup le peuple se définit par rapport aux serpents, leur génie tutélaire. Et pensez, alors même dans la mythologie, est-ce que vous ne voyez pas des exemples? Oui, oui, c'est ça, le serpent de Tamba, méchant serpent démoniaque, alors que le serpent, c'est l'antique représentation de la déesse. Serpent, dragon, hache à deux tranchants, vache. Il y a certains animaux comme ça qui ont été complètement méprisés. Et taureau, taureau est un animal féminin. Ça, c'est dur à comprendre parce que pour nous, le taureau, espèce de représentation de la masculinité, bon, même pas du tout. Le taureau est un animal de la déesse est fortement lié à un règne féminin. Donc tout ça, c'est des. Je vous parle d'idéologie, là je vous parle de différentes idéologies, dont certaines sont complètement planquées, oubliées. Mais dans la mythologie grecque, est-ce que vous n'avez pas entendu parler d'une histoire de bonne femme qui aurait couché avec un taureau? Ça vous dit rien, ça? Elle a couché avec un taureau, il en est résulté un truc mi-taureau, mi-humain. Alors, il y a Europe, ah bah, bien évidemment, Europe, qui couche avec un taureau, mais je pensais plus spécialement au Minotaure. Voilà, c'est bon, ça peut être les deux. Hein. Vous voyez, vous avez des exemples. Donc, c'est pour vous dire que même dans la mythologie grecque, fortement influencée par le côté savant, supérieur, masculiniste de la pensée, vous avez des choses comme ça qui restent. Et il y a un bouquin génial sur Dionysos. Alors, c'est un bouquin que vous trouvez dans une collection très facile à trouver, c'est les collections jaunes SF Flammarion. L'autrice est grecque. Le bouquin, c'est sur Dionysos, c'est la Terre. Et ça montre que Dionysos, c'est pas un dieu clair du tout. D'abord, c'est ni un homme ni une femme, espèce de bonhomme intermédiaire, un petit peu, qui est à la fois du côté des femmes, du côté des hommes. C'est un dieu qui est capable de passer d'un monde à l'autre. Et surtout, c'est un dieu qui est fortement lié à des mythes de la terre qui tentent d'être effacés par la mythologie grecque, mais la mythologie grecque, elle n'y arrive pas totalement. Alors, le Minotaure, né des amours de Pasiphae et du taureau blanc, pour punir Pasiphae, ou non, pour punir le mari de Pasiphae, Minos, qui avait refusé de vendre, ou je sais pas quoi, le taureau blanc qu'il n'avait pas donné ou vendu. Bon, du coup, il est dans le labyrinthe et c'est une bête atroce qui exige le sacrifice de garçons et de filles à longueur de temps, tous les X années, voilà, il faut lui fournir son contingent, vous voyez la sale bête, et qui va être éliminé par le fameux héros Thésée. Il y a d'autres exemples comme ça. Il y a Hercule étouffant les serpents. Alors Hercule est tout bébé, il est dans son petit berceau, il y a des serpents qui l'attaquent. Oh, les méchants serpents, nanana, nanana. Et là, évidemment, il étouffe les serpents. Le nombre d'histoires de serpents pas clair, le serpent python qui est un petit peu une bête assez féminine sous terre. Typhon aussi. Typhon, c'est le serpent de Gaïa. Et puis, il y a des tas de choses qui appartiennent à Gaïa. Autour de Gaïa, toute la mythologie de Gaïa. Ça, il y a des trucs comme ça. Vous voyez, la mythologie grecque est infusée par des histoires de rapports humains-animaux, bon, elle est, comment dire, tiraillée en quelque sorte entre la valorisation de l'ordre masculin triomphant, plus futurablement capitaliste, pour l'instant on en est simplement au patriarcat triomphant, et puis des tas de choses, et notamment à travers Dionysos, qui est vraiment un personnage passionnant. Je vous dirai le titre exact du bouquin, si vous voulez lire, c'est passionnant ce bouquin. Hayat, en attente. Ah ben c'est bon, j'avais pas vu, hein, désolé.
Bonjour Ayab, désolé, je ne vous avais pas vu parce que tout le monde était en cours depuis longtemps. Ça va? Vous m'entendez? Oui. Bon, désolé, je vous prends super tard, mais vous êtes arrivé très tard aussi. Donc, oui, je suis désolé parce que je ne vous ai pas vu. Donc, à ce moment-là, je garderai le téléphone et vous m'enverrez des messages. Ah, ben, vous l'avez fait, non? Non, 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 c'est pas ça. C'est pas vous. C'est quelqu'un qui confirme le fameux rendez-vous pour avoir Internet plus tard. Bon, donc voilà. Alors, je suis en plein métier folklore, alors je continue, mais tout ça sera. Non, non, c'est enregistré, hein, donc vous pourrez rattraper. Ah, super. Désolé, j'ai du mal à prendre les gens au milieu, quoi. Il faut arriver soit à l'heure, soit pas. Enfin, Oui. je suis un peu dur, mais quand je dis à l'heure, on peut quand même déborder d'un quart d'heure. On n'est pas à un cheval près, comme on dit, mais bon, parce que du coup, bon, bah, de toute façon, on reparlera de votre destin, Ayat, si vous passez en finale ou pas. On en discutera un peu plus tard. Donc, je reprends mon histoire de mythologie grecque. Désolé, je reprends en plein milieu. Et alors, on a quand même un retour. Ce que je veux vous montrer, c'est que dans la fantaisie, tout ça, on a un énorme retour du folklore, notamment à travers les thématiques des vampires et de leurs amis, les loups-garous. Vampires et loups-garous, c'est devenu une espèce de couple, hein, pas seulement dans les films, bon, comment dire, dans les best-sellers comme ça. Vous savez, toutes ces espèces de trucs qui plaisent énormément à un moment et qu'on oublie assez vite après. Bon, je pense à ce bouquin-là sur Bella et son amant, qui a eu tant de succès sous forme de film avec le vampire, etc. Bon, mais disons que comment ça s'appelait? Twilight, voilà, merci Twilight. Je me rappelais vaguement le ventilateur dans les cheveux de Bella quand elle arrive dans la classe. Là, brusquement, il y a un ventilateur venu de nulle part et ses cheveux flottent. C'est absolument merveilleux. Alors, tout ça pour dire qu'il y a quand même des tas d'universitaires qui sont intéressés au folklore. Alors, donc, j'ai souligné, pour finir là-dessus, le caractère complètement éclaté du bouquin de Frank Hamel. J'ai à peine parlé, j'aurais dû le faire, du travail de Sabine. Sabine, donc Frank, c'est une femme et Sabine, c'est un homme. Donc, je vais vous mettre Sabine Baring-Gould. Alors, je vais vous mettre l'écran inversé pour que vous voyez ça. Hop, voilà, je partage. Ça va, c'est assez rapide, ces sortes de paroles. Alors voilà, Sabine Baring-Gould, Yorkshire Oddities, Incident and Strange Event. Et vous avez une chouette creepy bestiole. Enfin, vous voyez, cette chouette, elle est absolument terrifiante. Elle vous regarde du fin fond du Yorkshire et on sent que ça va. Vous allez frissonner. Qui est Sabine en question? Eh bien, j'ai des notes quelque part que j'ai naturellement paumées. Les voilà, oui, pour ne pas dire trop de bêtises. Donc, Sabine Baring-Gould est un homme qui a écrit des tonnes d'ouvrages, mais plus de 1000, et notamment, il a écrit une célèbre histoire de la lycanthropie. Donc, c'est The Book of Werewolves de 1865. Alors, je vous mets l'extrait de la table des matières. Voilà, donc contents, vous avez lycanthropie sur les anciens. Et vous voyez, là, on a plus de précision que chez Frank Hamel parce que les références sont très, très précises. Vous voyez, les sagas X, la saga Truc, le poème d'Elga Kvida. Alors ensuite, bon, la suite. Alors ça se trouve, hein, ça se trouve sur très très facilement. Tout ça, tous mes documents, voilà, ça c'est la suite de la table des matières. Vous trouvez ce genre de trucs extrêmement facilement, notamment, ça je crois que ça vient tout simplement de archive.org. Alors archive.org, c'est là où vous avez des films aussi, des films anciens. C'est là où pendant le confinement, tout le monde a regardé les films de Funès, enfin, parce que bon, ils étaient en français et les Français ne sont pas très doués en anglais en général, même encore maintenant. Et du coup, bon, malgré tout, il y a beaucoup de documents en anglais, mais là, par exemple, vous avez un extrait du genre de travail que faisaient les gens. Alors, c'est assez curieux. Moi, j'ai lu du coup ce bouquin, The Books of Wolves. Je comprends mieux l'anglais écrit que je ne le parle. Hein. Ça, c'est une question d'éducation aussi d'époque. Et j'ai été frappé par plusieurs chapitres concernant Gilles de Rais. Gilles de Laval, vous voyez qui c'est Gilles de Rais? C'était un compagnon de Jeanne d'Arc, un maréchal de France qui a été accusé à juste titre de pédocriminalité aggravée et qui a été condamné à mort
à l'âge de 35 ans. Alors, il a servi de modèle à Barbe Bleue et on en parle beaucoup dans un bouquin de Huysmans qui s'appelle Là-bas. Huysmans, Là-bas. Voilà. Et là-dedans, c'est consacré à Gilles de Rais. Et effectivement, dans le bouquin de Baring Gould, il est question, alors je vous traduis, page 270, cette barbe qui ne ressemblait à aucune autre barbe était noire, mais sous certaines lumières, disons sous un certain angle pour traduire mieux, elle portait une teinte blue, blue hue, je ne sais pas comment ça se prononce. D'où le surnom, on l'appelait Blue Bird. On appelait comme ça Gilles de Rais, on l'appelait Barbe Bleue. Donc vous voyez, le bouquin s'est bien éloigné de son propos, il n'y a absolument plus question de loup-garou, sinon par dérivation de la question du poil, si on veut. Donc voilà, j'arrête de partager. Voilà, j'ai arrêté de parler. Donc le poil bleu, et Gilles de Rais est qualifié dans cette description de Baring Gould de mélancolique. Donc je vais insister là-dessus parce que je voudrais vous citer à cette occasion Hildegarde de Bingen. Ça vous dit quelque chose ce nom? Vous connaissez? J'ai mis Huysmans, c'était Huysmans. Hein. Voilà, pour bien écrire. Huysmans, c'est un auteur passablement intéressant du 19e siècle. Je vous le conseille également. Alors, est-ce que Hildegarde de Bingen dit quelque chose à quelqu'un? N'importe quoi, allez-y, c'est le chat, vous pouvez dire n'importe quoi. Alors, à rebours, ça, très bien, bravo. Pépitas. Alors là, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est quoi Pépitas? Pépita, ah, je m'en vais, ah, soupirar sous une astra fenestra. Une chanson des années 30. Bon. Pépitas, c'est un roman? C'est un titre? Je vois, c'est très bien. Que voulez-vous dire? Vous pouvez parler, hein, vous pouvez prendre le micro. Vous pouvez prendre le micro si vous avez besoin. Non, bon, je ne comprends pas très bien l'histoire de Pépitas. Je suis désolé, il vaudrait mieux que vous preniez le micro. Je ne vous ai pas coupé de force. Hein. Je vous active, Ayat. Allez-y. Oui, non, non, c'est juste une expression pour dire que c'est quelque chose de vraiment bien. Ah bon, d'accord, oui, je ne connais pas. Moi, je connais les pépitos, mais pas pépitos. Ok, oui, d'accord, j'y étais plus du tout. Non, non, mais effectivement, alors, à rebours, et là-bas, c'est passionnant. C'est un truc qui est complètement différent de la littérature populaire du 19e siècle, comme, je sais pas, par exemple, c'est pas du tout dans le style de Zola, vous voyez, qui est à fond dans les clichés, la salope de bonne femme, la salope de Nana, qui est la mouche amère du Second Empire, je crois, je ne sais plus quand, oui, c'est ça. Enfin, vous voyez, on n'a pas le côté hyper sexiste, hyper raciste de Zola. C'est beaucoup plus intéressant. Mais évidemment, ça a moins séduit les foules, c'était moins à fond les clichés. Et c'est intéressant. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est quelque chose qui vraiment résonne de façon intéressante. Et alors là-bas, ça va beaucoup vous plaire, Ayat, parce que là-bas, c'est vraiment Gilles de Rais. Alors, je reviens à Gilles de Rais et à Hildegarde de Bingen. La plupart des gens, quand je dis Hildegarde de Bingen, donc, je vous désactive hein, du coup de nouveau, mais vous pouvez vous activer vous-même. Hein. J'arrive plus à vous désactiver. Bon, ça marche quand ça veut, ce truc. Hein. Non, bon, c'est pas grave. Vous pouvez désactiver vous-même votre micro si vous voulez. Donc, oui, Hildegarde de Bingen, ça, c'est une marque aujourd'hui, une marque de tisane, de bien-être, et ci et ça. En réalité, Hildegarde de Bingen, c'est une écrivaine extraordinaire du XIIe siècle. Je vous ai mis le nom, hein, oui, c'est ça. Donc, qui écrivait notamment des tas de textes dans tous les domaines. Alors, elle était abbesse. Abbesse, c'est un peu prof de fac de l'époque, hein, c'est-à-dire on travaille beaucoup et on s'occupe un peu de diriger des trucs. Enfin, les abbesses, elles avaient de la chance, en plus que d'autres femmes, parce qu'elles étaient dispensées du terrible devoir de la reproduction et du mariage, qui étaient des choses abominables à leur époque. Hein. La reproduction tuait un nombre de femmes, on ne peut pas imaginer. Évidemment, il n'y avait ni asepsie, ni péridurale, ni rien. Et quant au mariage, c'était un écrasement quotidien et aussi des grossesses répétées dans des conditions atroces. Enfin bon, les femmes mouraient, en général extrêmement jeunes. Donc Hildegarde de Bingen, elle s'est sauvée de ce destin fatal et elle a écrit sur la médecine, elle a écrit de la musique,
vous pouvez entendre la musique d'Hildegard de Bingen. Elle a écrit des recettes de médecine, elle a écrit des traités généraux sur divers sujets. Elle a une œuvre absolument exceptionnelle par son immense variété. Et à propos des mélancoliques, je vous ai dit, Gilles de Rais est un loup-garou mélancolique. Les mélancoliques sont des loups, dit-elle, assoiffés de sexe, dévorateurs et prédateurs. Donc vous avez une image étonnante du loup-garou à travers quelqu'un comme Hildegard de Bingen, qui n'est pas tellement lu non plus. Vous êtes d'accord, personne ne lit Hildegard de Bingen. Oui, le conte du chaperon rouge, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est pour ça, alors la question du folklore qu'on est en train d'étudier autour des animaux, je vous ai dit en gros que c'était éclaté, que c'était très dur, et si vous avez tous les auteurs que je vous ai cités avant, les autrices, Van Gennep, il a écrit au moins 12 tomes sur le folklore, il n'a pas réussi à finir son manuel du folklore français. Le seul qui a réussi à faire un truc un peu synthétique, c'est Claude Seignol, Les Évangiles du Diable. Bon, il s'est concentré sur un sujet, etc. Vous voyez comment est-ce qu'on peut arriver à constituer le folklore comme une science? Eh bien, ce n'est pas évident, parce que, même chose, le rameau d'or, je me rappelle une fois naïvement avoir demandé le rameau d'or à la bibliothèque, il y avait des volumes grands comme ça, il y en avait je ne sais pas combien, enfin, c'était comme les pères de l'Église, il y en avait des rayons entiers. Donc, on est soumis à quelque chose que la science déteste, à savoir le particularisme, le local, les cultures étouffées, minorisées et particulières. Et quelqu'un qui vous dit « Ah oui, mais les Amérindiens font ça », et tout le monde dit « Mais on s'en fiche, l'important, c'est le socle commun ». Vous voyez, cette espèce d'idéologie qui veut que on soit toujours dans une forme d'universalisme, en réalité, faussé par le masculinisme ambiant. Donc, c'est à peu près ça que je veux vous raconter. Alors, malgré tout, il y a des universitaires qui se sont intéressés au folklore. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Alors, Muchenblé, il est super. Il était là quand je suis arrivé à Vültaneux. Je suis arrivé en 1999. Et à l'époque, il y avait encore Muchenblé qui était professeur et qui avait travaillé sur des tas de trucs sur lesquels les gens ne travaillent pas. Il avait travaillé sur les sorcières, les femmes, le paganisme, le folklore, la culture populaire, et il a écrit un essai fondateur qui se trouve en poche, lui aussi, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne. Alors, ce qu'il appelle France moderne, c'est l'appellation historique, vous voyez, toujours un peu pénible, parce que moderne veut dire 16e siècle et non pas contemporain. Vous voyez, il faut opposer moderne et contemporain, c'est pas toujours facile, parce que moderne, ça veut dire tout ce qu'on veut. L'art moderne, c'est Picasso, alors que l'époque moderne en histoire, c'est le 16e siècle. Donc c'est compliqué, ces terminologies pas claires. Mais bon, il n'aurait pas dû mettre l'époque moderne, il aurait dit, je crois qu'il a mis les dates d'ailleurs entre parenthèses. Alors, vous voyez aussi Jean Marigny, un collègue qui commence à travailler sur les vampires en 1983. Il a écrit des tas de bouquins sur le sujet. Il y a Bozzetto. Alors, donc, Marigny, ça s'écrit comme la bataille de Marigny, c'est pas bien compliqué. Bozzetto, c'est B-O-2-Z-E-2-T-O. Ça, c'est un collègue à la retraite qui était à Aix. Et il a travaillé sur la science-fiction et le fantastique. À l'époque, personne ne faisait ça. Et autant la mythologie, on la connaissait parce qu'on a énormément une culture hyper classique. D'ailleurs, vous voyez, le latin fait partie des études de lettres. Et à chaque fois qu'on posait et puis il y a des tags comme ça, c'est-à-dire on étudie certains trucs et d'autres non. Moi, je me rappelle avoir eu un cours sur le 12e, 13e siècle, les troubadours, etc. Pas un mot sur les Arabes, pas un mot. C'était uniquement Bernard de Ventadour, la comtesse de Die, qui était une troubadouresse, etc. On était en France, bien de chez nous, pas un mot sur la source arabe de l'amour courtois et des troubadours, alors que c'est absolument fondamental. Et de même, personne n'étudie les langues. Il y avait aussi ce problème de langue. J'ai étudié l'ancien français. Je pense que le sort de quelques-unes parmi le groupe, c'est d'étudier aussi l'ancien français. Et à un moment, on nous dit, oui, garçon, ça vient d'une racine celtique, voir John. Ce mot-là, ban, bannière, tout ça, c'est des racines celtiques. Le mot Bruno, c'est une racine celtique. Nous, dame, pourquoi on n'étudie pas les racines celtiques? Ah, parce que c'est celtique. Je dis, oui, mais justement, il y a quand même beaucoup de racines celtiques, on ne pourrait pas étudier ça. Non, on n'étudie que les racines latines. Vous voyez, les préjugés
qui se construisent de telle façon qu'on dit notre langue vient du latin, la langue française vient du latin. Bon ben non. D'abord, il y a des tas de mots qui viennent de l'arabe, je ne sais pas, un zénith, un nadir, des mots comme ça, vous voyez, azimut. Voilà, tous ces mots-là viennent de l'arabe. Les mots, comme je vous l'ai dit, brun, ban, bannière, bruno, tous ces mots, ça vient de l'ère germanique. Et puis, il y a des tas d'apports venus d'Espagne, d'ailleurs, etc. Donc, on ne peut pas dire guitare. Guitare, c'est quoi cette guitare? Oh, hayat. Oui, vous pensez, d'accord, c'est un mot qui vient de quelle langue, je ne sais pas. Ça vient de l'arabe. Il y en a plein, il y en a plein. Donc, il y a quand même une manière idéologique de construire les cours. Alors nous, bon, on apprenait ce qu'on nous demandait d'apprendre, hein, à savoir l'ancien français, machin, pour passer la grecque. Hein. Normalement, il faut faire ça pour passer la grecque. Mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient complètement faussées. Et je me rappelle avoir essayé de suivre un cours d'occitan. Alors ça a été une aventure. J'en avais assez de tout ça. Alors l'arabe, Mathilde avait étudié l'arabe. Mathilde Lévesque, elle a des notions, elle a étudié l'arabe. Moi, je n'avais pas étudié l'arabe, mais de quels ouvrages? Vous parlez des ouvrages? Non, je parle de la façon qu'on a de généraliser des pensées qui sont fausses. Par exemple, quand on vous dit la langue française vient du latin, donc nous allons étudier exclusivement le passage du latin, qui sont faussés, oui c'est ça, le passage du latin au français, et à chaque fois qu'on tombe sur une racine qui n'est pas latine, on dit « oh c'est rien, c'est celtique, c'est arabe, on ne veut pas le savoir », il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, comment dire, c'est la façon dont tout ça est orienté. Moi, ça m'avait vraiment frappé, le primat du latin. Alors le grec, on l'apprenait un peu, mais moins, il fallait être un peu spécialisé, mais vous voyez, toute cette façon, toute cette éducation, ce que j'essaie de voir là, c'est peut-être une réflexion sur l'éducation. J'ai appris assez vite que notre éducation, notre façon de faire les choses était liée à des pédagogues du 19e siècle qui avaient lu Hegel et qui donc avaient une vision hegelienne du monde, donc une vision hyper masculiniste. Hein. Il faut voir le début de La raison dans l'histoire de Hegel, hein. Messieurs, l'objet de ce cours est l'histoire universelle. Bon, ben voilà, tout est dit. Hein. Vous lisez la première phrase, etc. Oui, les emprunts intermédiaires. Donc là, Hayat précise, hein, j'ai un dictionnaire d'ancien français et pour Mesquin, il commence par parler de l'italien avant de parler de l'arabe. Or, c'est un emprunt des Italiens. Bon, vous avez compris, il y a quelque chose qui est toujours un peu faussé et qui témoigne d'une sorte. En fait, on parle de la construction de la pédagogie. Exactement. C'est-à-dire que la simplification, ce que j'ai appelé le pense-bête patriarcal, c'est-à-dire un nom, un grand homme, un grand livre, vous voyez cette façon qu'on a de vous apprendre des choses comme ça, qui est un renoncement total à ce que représente justement ce folklore dont je vous parle, à savoir le saupoudrage, la spécialisation extrême sur des auteurs et autrices complètement inconnus, la façon dont la connaissance ne peut être que générale, c'est-à-dire faussée par l'idéologie du moment. Donc c'est exactement ça dont on parle. Alors, je finis rapidement sur tout ce folklore. Il est très féminisé d'abord. Donc évidemment, pensez à la tradition des contes, la mère Loi, la reine Pédoc, Marie-Catherine d'Aulnoy, le cabinet des fées hein, au XVIIe siècle. Donc, vouloir du féminin, du païen, du local, c'est déjà prendre conscience qu'on est un peu sous une chape de plomb et que, il faut peut-être remettre les choses. Alors, je finis par Margaret Murray. Elle est complètement dépréciée parce qu'elle était égyptologue. Elle enseignait à l'Université de Londres, c'était super sérieux. Et elle était très reconnue. Et tout à coup, elle est partie étudier le folklore anglais. Et nulle chute n'aurait pu être totale. Je conclus sur elle. Du jour au lendemain, elle est traitée de tous les noms. Elle est raillée par les mecs. Il y en a un qui écrit un livre, je ne sais pas quoi, for a goat, qui la compare à une chèvre. Enfin, elle est discréditée. Alors, pourquoi? Sexisme, oui, mais également haine du folklore et du populaire. On l'accusait d'avoir écrit n'importe quoi, on l'accuse d'avoir pratiqué des coupures dans les témoignages des sorcières pour justifier à toute force ses idées. Or, moi, je l'ai étudié, j'ai pris le texte et j'ai étudié les coupures. Les coupures,
ont trait à des longueurs ou des répétitions sans conséquence. Je l'ai montré, mes crayons en main, en soulignant, etc. J'ai écrit un article là-dessus. Et en fait, ce qui est horrible dans l'histoire, c'est que les détracteurs de Margaret Murray, ils n'ont rien eu de plus pressé que de se répéter les uns les autres dans leur vindicte. Ils se riment toujours les mêmes accusations et ils n'ont même pas pris la peine de regarder le texte originel. Donc, quand il y en a un qui dit « ouais, elle dit n'importe quoi », etc., en fait, ils la punissent d'être folkloriste, de ne pas être resté dans l'étude de la mythologie égyptienne, dans son cas, l'étude de l'Égypte, la grande Égypte, etc. Et donc, vous voyez comment le folklore, qui valorise énormément le rapport humain-animal, qui suppose une fusion, qui refuse la distinction corps-âme, tellement importante depuis Descartes, hein, vous voyez, le corps et l'âme, toute cette séparation, comment cette fusion-là a été complètement sabordée volontairement par les philosophes, disons, français, blancs, bon voilà, enfin ces gens-là. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que par divers biais, la question humain-animal revient sur le devant de la scène. Et alors, à travers les romans de fantaisie, il y a eu tout le cycle intitulé assez maladroitement La communauté du Sud, un cycle de fantaisie d'environ 12 tomes, dans lesquels vous avez vraiment des fusions d'humains, d'animaux. Le frère est un tigre, le bistrotier est un métamorphe, il se transforme en ce qu'il veut, le copain est un vampire, d'autres copains sont des vampires, enfin, vous voyez, il y a une espèce de... La fille, elle a une façon, une sorte de super cerveau qui lui permet d'entendre et de savoir tout ce que pensent les autres. Vous voyez, donc toutes ces caractéristiques où l'animal joue un rôle extrêmement positif ou négatif, hein, quand c'est une méchante femme panthère qui veut tuer tout le monde, mais malgré tout, où l'animal est complètement intégré. Et ça, je donne cet exemple-là, mais vous avez aussi Anita Blake, la série Anita Blake, qui est une série de fantasy déjà assez ancienne, mais même n'importe quel roman de fantasy, l'animal est noble et son rapport à l'humain est quelque chose qui n'est pas... ça ne correspond pas au petit machin que je vous ai montré tout à l'heure, à la gravure du 19e avec Adam et Ève en haut. Hein. C'est pas ça du tout. Donc, pour Margaret Murray, elle a écrit un bouquin sur le fait que les rois avaient toujours des espèces de doubles sacrificiels. Et que, par exemple, Jeanne d'Arc avait été un double sacrificiel du roi de l'époque, en ce sens qu'elle disait, vous savez, je ne durerai pas longtemps, elle disait Jeanne d'Arc et tout. Donc, et en fait, sa pensée de Margaret Murray a servi à valoriser un grand classique d'histoire médiévale écrit par un certain Ernest Kantorowicz qui s'intitule Les deux corps du roi, essai sur la théologie politique du Moyen-Âge. Alors, si je reprends les titres, et je finis là-dessus, n'ayez crainte, bouquin de Margaret Murray, The Divine King in England. Donc ça, elle a étudié en Angleterre, ça date de 1954. Et comme par hasard, Les deux corps du roi, un bouquin masculin super valorisé, donc Les deux corps du roi, essai sur la théologie politique au Moyen-Âge, date de 1957. Donc j'abrège le titre, Les deux corps du roi, et ça date, donc l'auteur s'appelle Ernst Kantorowicz. Alors, c'est compliqué, mais on va y arriver. Kantor, comme Kantor, hein, Kantorowicz, et puis c'est le CZ des finales plus ou moins polonaises. Voilà. Donc, Les deux corps du roi, bouquin hyper valorisé, dont tout le monde parle, sur le fait que le roi a un corps personnel et un corps divin, etc. Et The Divine King in England, qui déjà esquisse très largement cette théorie, montre comment, du coup, le roi a un double sacrificiel pour sa partie humaine, et que c'est important qu'il ne soit pas lui sacrifié, mais qu'il y ait une sorte de fusible, donc John Dee, Jeanne d'Arc, enfin divers fusibles qu'elle identifie. Et comme par hasard, hyper-valorisation du bouquin de Kantorowicz et oubli et mépris complet de Margaret Murray. Donc je suis bien content d'avoir écrit en 2014 cet essai pour revaloriser ce travail injustement vilipendé. Voilà, bon, bah, écoutez, je finis pile à l'heure du coup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on reprendra le prochain cours. Alors, essayez de voir si c'est possible pour vous qu'on rattrape ça. On va voir ça, on verra.
Et puis, ben, je vous souhaite, du coup, alors je vais couper l'enregistrement, et puis, à moins que vous ayez des questions. Est-ce que vous avez des questions un peu? Oui, en fait, mon mémoire, il porte sur les troubles cognitifs et je voulais savoir comment lier ça avec justement votre séminaire de recherche. Attendez, j'ai pas compris avant, comment lier quoi avec le séminaire de recherche? J'ai pas compris le début de votre... Le mémoire, parce qu'au début, vous aviez dit Oui, bah qu'il oui, était possible. Oui, et bah oui. je ne sais pas quelle œuvre prendre.